Mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer. Merci de nous rejoindre à cette grande édition d'information à la une de l'actualité. Des combats sporadiques ont été signalés ce lundi entre le FARDC et le rebelle du M23 à Kisegiro, une localité située à 20 km de Kiwanja dans le groupement de Binza en chefferie de Bouicha en province du Nord Kivu. Grève ce lundi 13 janvier à Kinshasa des conducteurs de transport en commun qui protestent contre la nouvelle grille tarifaire publiée par le gouvernement provincial. Cette situation a visiblement pénalisé les Kinois pour des raisons de manque de moyens de transport. L'épidémie de choléra refait surface à Funguru, mais dans la province du Lualaba. Des décès enregistrés parmi les 82 cas signalés. Le ministre provincial des Affaires humanitaires alerte la population contre cette pandémie. Une fois de plus, bienvenue Madame, Messieurs, nous abordons au premier plan par cette nouvelle. Sachez qu'une accalmie relative s'observe ce lundi 13 janvier sur presque toute la ligne de combat dans les territoires de Massissi. Cette situation fait suite à une journée intense dimanche dernier marquée par le lancement de nouvelles offensives par les forces régulières de la République démocratique du Congo. Et par ailleurs, l'armée congolaise monte en puissance. Vous le savez certainement que les forces armées de la République démocratique du Congo mettent en mal l'armée rwandaise et les forces négatives du M23 qui n'arrivent pas à progresser vers la province du Sud Kivu. Voici dans ces détails. Les multiples alliés avaient comme intention de progresser vers le Sud Kivu. Et ici, nous sommes à Lumbishi, qui est la première localité que l'armée rwandaise LM23 avait récupérée. Non seulement Lumbishi, mais aussi, vous voyez, les crêtes Bitagata et Kamatale, et toutes ces crêtes surplombant la cité de Lumbishi. Et vous comprendrez que depuis ce temps-là, nous les avons délogés, non seulement à Lumbishi, mais aussi à Luzirantaka, à Kamatale, à Bitagata, récemment ici, à Kabingo, parce que, comme vous le savez, ils avaient comme intention d'exploiter les minéraux. Il y a un gisement minier au niveau de Kabingo. Et partout là-bas, ils ont été repoussés, et plus récemment encore au-delà d'Ngungu. Soyez rassurés qu'à chaque tir de l'armée rwandaise sur nos positions, ou sur notre population, ou sur les déplacés, en tout cas les forces armées de la République démocratique du Congo ont le droit de réagir et de la manière la plus forte, de manière à mettre notre population hors des portées des tirs ennemis. Il s'agit de l'opération Caterpillar 2, planifiée par le commandant Tafok Nord Kivu et le commandant Tafok Sud Kivu, laquelle opération a pour mission de riposter à chaque violation du cessez-le-feu de l'armée rwandaise et ses multiples alliés. Restons dans ce chapitre consacré aux questions sécuritaires dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Retenez que des nouveaux combats sporadiques opposent depuis ce lundi 13 janvier 2025 entre les éléments de la coalition du M23 RDF aux forces régulières de la République démocratique du Congo appuyées par le Jeune volontaire pour la défense de la patrie communément appelée Wazalendo à Kisegiro, une localité située à plus ou moins 20 km de Kiwanja dans le groupement de Binza chefferie de Bouicha dans les territoires de Rutshuru en province du Nord Kivu, selon Isaac Kirika, fonctionnaire délégué adjoint du gouverneur dans la chefferie voisine de Bouito. Regardez. Plusieurs sources ont confirmé l'embuscade tendue le week-end dernier par les Wazalendo contre un convoi de renforts de forces négatives du M23 sur l'axe Tongo-Kanaba dans le territoire de Rutshuru qui était en partance pour Massissi.
De lourdes pertes en hommes et munitions ont été enregistrées dans le rang de la coalition de rebelles du M23 RDF. Au moins 5 civils ont été sauvagement tués jeudi 9 janvier dernier au village Kinyangobe, à la limite entre le groupement Binza et Bukoma dans la chefferie de Bouicha, territoire des Rutshuru. Selon les sources dans la région, les victimes sont des agriculteurs qui ont été surpris dans leurs champs en pleine récolte du maïs. Les mêmes sources ont attribué ce meurtre aux éléments du groupe rebelle du M23 qui sont devenus très virulents dans cette zone qu'ils contrôlent depuis plus de 2 ans. Sur l'axe Kibumba, dans le territoire de Nyiragongo, les affrontements se sont poursuivis jusque tard dans la soirée de dimanche du côté de Kalake, près du volcan Nyiragongo, en plein parc national de Virunga. Selon la société civile locale, le FARDC appuyé par les combattants locaux Wazalendo ont répliqué contre une énième provocation des terroristes du M23 et RDF. Et lors de la séance briefing presse tenue très récemment à Kinshasa, la ministre d'État en charge des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Vanière, avait fait le point sur la gestion de la crise sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo en revenant sur les déclarations faites par le fils Museveni. Suivez. En effet, elles sont particulièrement préoccupantes, tenant compte de l'ambition que les deux pays partagent en termes de leur partenariat et en termes de leur amitié. Nous avons été très clairs avec nos homologues ougandais sur le caractère inacceptable de ces déclarations. Nous avons été aussi très clairs sur le fait que si ces déclarations continuaient, et s'il n'y avait pas de clarification officielle et publique par les autorités ougandaises sur le degré auquel le général Muhoozi, à travers ses communications, engage le gouvernement ougandais, nous allions aussi devoir reconsidérer notre partenariat et nos relations. Donc je sais que certaines choses se font de manière très publique, il y en a d'autres qui se font de manière plus discrète. Soyez rassurés que nous suivons la question de très près et que nos partenaires ougandais sont vraiment informés sur le fait que nous avons exprimé à plusieurs reprises notre désapprobation et que nous n'allons pas hésiter d'en tirer les conséquences nécessaires. Il n'est pas suffisant de dire que le gouvernement ougandais communique uniquement à travers son ministère des Affaires étrangères et sa présidence. La réalité, comme vous l'avez dit, est justement qu'il y a des individus qui se permettent de faire des commentaires et de faire des déclarations qui sont complètement décontextualisées, qui portent préjudice aux efforts et à la stabilité sensible de la région. Et nous ne pouvons pas accepter des réponses bureaucratiques de nos partenaires ougandais qui nous disent que cette personne n'engage personne d'autre à part lui-même. Et donc nos partenaires ougandais sont très informés sur le fait que nous attendons des clarifications et que ce soit des clarifications aussi publiques. Changeons cette fois-ci de registre. Le ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale, le docteur Roger Kamba, a expliqué les initiatives visant à renforcer les infrastructures, financer équitablement le système et rapprocher les soins de santé des communautés, tout en affirmant que la santé pour tous est un droit, pas un privilège. À cette occasion, le patron de ces secteurs importants de la République démocratique du Congo a également partagé sa vision d'un système de santé inclusif et accessible à tous les Congolais. C'est vraiment la stratégie du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui dès le premier mandat, dès le premier cabinet qu'il a mis en place, il a mis un conseil spécial en charge de la couverture maladie universelle. C'était moi, ça tombait bien. Et donc, avec une responsabilité, c'est de développer et déployer cette politique. Alors cette politique, c'est très simple. On ne peut pas imaginer
que dans des pays développés, les gens, quand ils tombent malades, on leur demande rien quand ils arrivent à l'hôpital. Mais dans les pays pauvres, quand ils arrivent à l'hôpital, on leur demande de l'argent. Donc, l'accès aux soins, il fallait permettre à ce que tout le monde y accède, notamment les personnes les plus fragiles. Et deuxièmement, améliorer la qualité de ces soins. Parce que quand vous avez un pays où, pendant 60 ans, personne n'a construit un hôpital public, et donc, quand le président arrive, il dit il faut qu'on règle ça, il faut qu'on construise des hôpitaux publics. Donc, l'amélioration de l'offre de soins. Et donc, ces deux piliers, c'est-à-dire l'accès aux soins par la protection financière et l'amélioration de la qualité des services, c'est vraiment ça, la couverture santé universelle. Quand on a décidé ça, ensuite on dit on commence par quoi ? On définit des paquets de soins. Et le premier paquet que nous avons défini, c'est la mère et l'enfant. Pourquoi ? Parce que la surmortalité de la mère et de l'enfant a fait que notre espérance de vie en RDC est inférieure à la moyenne africaine de 3 ans. Ça veut dire qu'il faut absolument qu'on améliore ça. Et donc, les barrières que nous avons commencé à lever, c'est d'abord la barrière financière. Et donc, le résultat aujourd'hui, parce que le président de la République a lancé le processus le 5 septembre 2023, et au 5 septembre 2024, donc un an après, nous avons, tenez-vous bien, pris en charge 1,3 million de mamans enceintes gratuitement avec leur bébé. Et donc, ça montre bien que c'est une politique qui marche. Maintenant, nous sommes en train d'étendre ça pour atteindre toutes les mamans de la République. Restons dans ces mêmes registres. Depuis le 31 décembre de l'année 2024, la province du Lualaba a fait face à une résurgence préoccupante des cas de choléra. Les zones les plus touchées sont la commune de Funguru, mais précisément le quartier Manopapia et ses environs, ainsi que la cité de Lubundi. Regardez. La ministre provinciale de la Santé affirme que pour limiter la propagation de cette épidémie, il est impératif d'adopter des mesures d'hygiène strictes. Kaninda Kassela Pichou rappelle le consigne à tous les habitants de ces coins du pays. Les autorités sanitaires ont souligné qu'en cas d'apparition des symptômes du choléra chez un proche, un voisin ou autre membre de la famille, il est crucial d'agir rapidement. Elle recommande de conduire immédiatement le malade au centre de traitement du choléra le plus proche, où des soins gratuits sont disponibles. Le gouvernement provincial, en collaboration avec ses partenaires, redouble d'efforts pour enrayer cette épidémie et réduire le nombre de victimes. Des campagnes de sensibilisation sont en cours dans les zones touchées et des ressources médicales supplémentaires ont été mobilisés pour répondre aux besoins sanitaires. Cependant, la réussite de ces efforts repose sur la collaboration active de toute la population. Le respect des mesures d'hygiène et la vigilance collective sont des facteurs clés pour stopper la propagation de cette maladie. Passons cette fois-ci à autre chose avant de parachever sa mission des services en province du Sud Kivu. La ministre en charge des Affaires sociales et actions humanitaires, Nathalie Aziza Mounana, était à pied d'œuvre très récemment dans cette partie de la République démocratique du Congo pour mener une lutte acharnée et sans relâche pour récupérer le bien public de l'État. Elle a effectué la ronde sur le terrain pour vulgariser cette vaste opération contre la spoliation des deniers publics en compagnie du gouverneur de cette province. Suivez. La ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, est arrivée à Bukavu, au Sud Kivu, pour remettre l'État congolais dans ce droit, après la récupération des immeubles spoliés. Accueilli par une foule nombreuse et sa formation politique, le Front des indépendants pour la démocratie chrétienne, FIDEC en sigle. Après identification de biens spoliés appartenant au ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, au Sud Kivu, par une commission mise en place par la ministre Nathalie Aziza Mounana, accompagnée du gouverneur de province Jean-Jacques Pouroussi. La ministre des Affaires sociales va faire l'état des lieux de la division provinciale des affaires sociales dans la province,
et la reconnaissance des lieux. Premier site, Ngouba, Université Bukavu, commune d'Ibanda. Dans cette grande concession, 8 maisons sont construites, étaient mises en location par les spoliateurs. C'est depuis 34 ans, soit 1991, que cette concession a été spoliée. Jadis utilisé comme centre de transit et orientation des jeunes. Officiellement, le gouverneur va remettre les clés à la patronne du social, Nathalie Aziza-Mounana. Et vraiment le génie de son excellence, Madame la ministre des tutelles, Madame Aziza-Mounana, pour son activisme, sa combativité et sa détermination à vouloir toujours aider et servir les vulnérables. Et donc je suis heureux de lui remettre ces clés à titre symbolique. C'est une première fois dans l'histoire depuis 34 ans qu'une ministre nationale descende au Sud Kivu pour récupérer le bien spolié de l'État et le remettre à son propriétaire. Il ne reste que le processus de déguerpissement. Deuxième site, Institut national de travail social dans la commune de Kadutu, où il y a le centre de promotion sociale pilote de Kadutu. Le centre n'est pas confronté à la spoliation, mais le bâtiment nécessite une réhabilitation. Troisième site, le centre de formation professionnelle officielle de Bagira 1, commune qui porte le même nom. Cette concession, censée être un centre de rattrapage scolaire, est vendue et transformée en garage et centre de menuiserie. La prolifération des conteneurs tout autour laisse à désirer. Il faut un suivi permanent. Quatrième site, centre de promotion sociale des Bagira 2. Ce centre connaît une spoliation par le tiers en collaboration avec certains agents du cadastre depuis 2016. Cinquième site, La Botte. Sur ce site, où réside la chef des divisions des affaires sociales Sud Kivu, constat morcellement en 5 maisons, toutes vendues à des tiers. Nathalie Aziza-Mounana compte appliquer sa rigueur pour récupérer le bien appartenant à l'État. Sixième site, La Fontaine, où 4 immeubles sont construits illégalement. Et les investigations se poursuivent. Tous les immeubles spoliés seront récupérés par l'État congolais et toutes les concessions récupérées seront réhabilitées et remises en état pour les besoins sociaux et humanitaires. Tandis qu'à Inongo, chef-lieu de la province de Mai-Ndombe, la morgue censée faire la fierté de l'hôpital général de référence appartient désormais au passé. Son bâtiment et son équipement ne sont plus que de vestiges. Regardez. Selon des sources proches, cette infrastructure sanitaire était un don de l'ancien gouverneur intérimaire Jacques Mbombaka qui avait assuré son financement et sa logistique. Son utilisation gratuite visait à encourager une population fortement attachée aux traditions locales, adopter ces services. Mis en service en 2021, la morgue n'a fonctionné que pendant 2 mois, accueillant à peine une dizaine de corps alimentés par les groupes électrogènes de l'hôpital général de référence d'Inongo, auquel elle n'est pas affiliée. Son fonctionnement a été rapidement abandonné en raison de la consommation élevée en carburant. Une solution alternative avait été envisagée avec l'arrivée de la gouverneure Rita Bola, mais cette dernière aurait par la suite retiré le groupe électrogène, laissant l'infrastructure à l'abandon. En cas de décès, la famille récupère le corps, l'amène à la maison. Le défunt y passe la nuit avec tout le monde, puis on procède à l'enterrement le lendemain. En l'absence d'une morgue fonctionnelle, il est impossible de conserver les corps. Parfois, l'inhumation a lieu le jour même du décès. Ce n'est pas normal, la morgue ne fonctionne plus depuis 2 ans, a déclaré Seba Monongo, président du conseil communal de Bonsé. C'est une situation que nous avons trouvée, mais je sais qu'avec le système photovoltaïque que nous avons installé, la morgue fonctionnera 24 heures sur 24. Nous allons également lancer une campagne de sensibilisation pour permettre à la population de comprendre l'importance de la morgue. Certaines personnes restent encore hostiles à cette infrastructure.
Nous devons conscientiser la population pour qu'elle s'en approprie. Je crois qu'avec l'électricité que nous aurons, la morgue pourra fonctionner sans problème, a-t-il indiqué. Revenons sur la réforme constitutionnelle en République démocratique du Congo. Le député national Justin Bitakwira a dévoilé ses conditions avant de soutenir le projet d'une nouvelle constitution en RDC, une démarche initiée actuellement par le premier citoyen de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour remettre le pays sur les rails. C'était au cours d'une rencontre avec la population d'Uvira en province du Sud Kivu. Je vais le suivre. Et je l'accompagnerai. Et dans la révision, et dans le changement, mais l'actuelle constitution a beaucoup d'acquis démocratiques. Sinon, lui-même ne serait pas président de la République. Parce que cette constitution prévoit l'alternance. Alors je demande au président Tshisekedi, fermez les oreilles devant les flatteurs. Même certains constitutionnalistes, ce qu'ils ont dit hier, ils disent le contraire aujourd'hui. Alors pour que le président Tshisekedi décide. Poursuivons ce journal par cette information. Le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé en République démocratique du Congo, Miguel Katembe Kachal, salue l'engagement du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'ouverture du pays aux investisseurs étrangers et pour l'inclusion des Congolais dans le développement, dans la chaîne de valeur, dans les différents secteurs de l'économie en améliorant le climat des affaires. C'était lors de son intervention sur TV5 Monde. Premièrement, je vais vous dire que le président Tshisekedi a déployé beaucoup des efforts diplomatiques pour ouvrir le pays, la RDC, au monde entier. Et pour votre information, le Congo est ouvert à tous les investisseurs. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas que les Chinois en République démocratique du Congo. Nous avons tous les investisseurs. Je peux vous donner à titre illustratif, par exemple, la société Kiko, qui est la plus grande mine ou le plus grand producteur mondial du zinc aujourd'hui, du groupe Ivanhoe, c'est détenu par les Américains canadiens. Nous avons la société Kibali Gold du groupe Barrick, c'est une société canadien-sud-africain. Nous avons par exemple dans les télécommunications, parce que la sous-traitance ce n'est pas seulement les mines. Nous avons par exemple le groupe Orange. Orange c'est un groupe français, le groupe Castel. C'est français. Donc, certes, il y a les Chinois, mais le pays est ouvert à tous les investisseurs et l'objectif est même la création de la loi sur la sous-traitance. La loi numéro 17/001, c'était pour développer la chaîne des valeurs congolaises. En fait, il y a beaucoup des avancées. Depuis que nous sommes arrivés en 2022, notre conseil d'administration, redynamisé par le président de la République, nous avons commencé par faire un état des lieux. Et l'état des lieux, nous avons trouvé qu'il y avait effectivement beaucoup de fonds qui échappaient à l'État congolais, qui n'étaient pas retracés tout simplement parce que il y avait des contrats qui se signaient à l'extérieur du pays et qui venaient s'exécuter au pays. Nous avons trouvé qu'il y avait sur toute l'étendue du territoire national 300 millions de dollars de contrats dans la sous-traitance, ce qui était vraiment un contraste par rapport aux ressources du pays.
Prenons à présent cette nouvelle. Le conducteur de transport en commun dans le bus, taxi-bus et taxi ont décrété ce lundi 13 janvier 2025 un mouvement de grève dans la capitale congolaise. Ils protestent contre la nouvelle grille tarifaire publiée par le gouvernement provincial de Kinshasa. Des routes sans moyens de transport sont observées dans plusieurs périphéries de la ville-province de Kinshasa. C'est avant midi. Le chauffeur dénonce l'injustice de cette grille tarifaire qui ne permettrait pas de couvrir le versement exigé par les propriétaires de véhicules qui varie entre 150 000 francs et 170 000 francs par jour. Selon le chauffeur, cette situation le place dans une situation impossible pour atteindre les objectifs financiers fixés. En raison des difficultés liées à la circulation routière, l'insécurité et les conditions de travail. Des foules sont visibles dans les différents arrêts. C'est le cas au carrefour de Kitambo Magasin. Les gens sont de plus en plus nombreux à rejoindre ce carrefour avec l'espoir de trouver un moyen de transport, une moto, taxi soit-elle, pour rejoindre leur lieu de travail. Aucune chance de trouver un seul bus depuis la première heure de la matinée et la situation agace de plus en plus. Dans ce cadre, les autorités de la ville-province de Kinshasa doivent rapidement intervenir pour éviter une crise majeure dans la capitale congolaise. Pour rappel, le gouvernement provincial de Kinshasa, par le biais du ministère des Transports et Mobilité urbaine, avait rendu public mardi 7 janvier dernier l'arrêt portant sur la nouvelle grille tarifaire pour le transport en commun pour le bus, minibus et taxibus sur toute l'étendue de la capitale congolaise. Notons par ailleurs que cet arrêté fixe le montant à payer par les passagers pour tout le déplacement suivant les différents itinéraires. Cette mesure du gouvernement provincial, Daniel Bumba, vise à mettre fin au désordre constaté dans le secteur de transport en commun à Kinshasa, notamment la fixation de prix des transports selon le vouloir des chauffeurs et receveurs, mais aussi le phénomène des mi-terrains. Le commissaire divisionnaire de la police nationale congolaise de la ville et de la Légion nationale d'intervention, le général Tiani Mania, était vendredi dernier à l'assaut au quartier Kingabwa dans la commune de Limete à une bande de personnes qui participent à la malnutrition du peuple congolais dans la fabrication de boudins saucisses. Suivez. Dans sa lutte acharnée et sans relâche de travailler pour assurer la sécurité et le bien-être de la population congolaise en général et quinoise en particulier. Il faut savoir que c'est précisément dans la commune de Limete, au quartier Kingabwa, que la Légion d'intervention, chapeautée de main de maître par le général Tiani Mania, a surpris une bande de détracteurs de la République démocratique du Congo travaillant sur la mauvaise qualité des boudins saucisses. Selon certaines sources, ces personnes sont dans ce genre de pratiques depuis plusieurs années, mais grâce à la conjugaison des efforts rendus possibles par le général Tiani Mania, que ce réseau a été appréhendé afin de préserver la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans sa vision, le peuple d'abord, qui place l'homme au centre de tout. En définitive, le général Tiani Mania, commandant de la Légion nationale d'intervention, promet de travailler toujours pour l'intérêt de la population afin d'éradiquer ces phénomènes sur l'étendue de la ville-province de Kinshasa.
Abordons cette fois-ci les questions sportives au niveau national. Il faut savoir qu'après sa défaite à l'extérieur de la République démocratique du Congo contre le MC d'Alger au score final d'1-0, le coach de la formation sportive tout-puissant Mazembe de la ville que peut faire de Lubumbashi, Lamine Ndiaye, a manifesté les profonds regrets en ce qui concerne l'arbitrage lors de cette rencontre. Détail dans les cadres de la CAF. Déçu forcément, parce que je pense qu'on s'est battu avec nos armes. Je ne sais pas sur le but encaissé s'il y a pénalty ou pas. Ça, je vais attendre de voir l'image. Mais une chose est certaine, si en Afrique on veut vraiment progresser au niveau des clubs, il faut que les arbitres deviennent professionnels, parce que ça commence à bien faire, quoi. Et ils sont souvent décisifs dans les rencontres et tu ne peux pas à chaque fois préparer ton équipe, se battre et qu'il y a un monsieur qui décide n'importe quoi. Et je pense aussi qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Par exemple, les ramasseurs de balles, il faut rester fair play. Les gars, c'est juste du football. Il y a des choses beaucoup plus importantes dans la vie. Et quand je vois les ramasseurs qui sont actifs quand c'est 0-0 et puis tout d'un coup ils disparaissent du terrain, moi je trouve pas ça fair play, sincèrement. En tout cas chez nous ça se passe pas comme ça. Et c'est désolant que les arbitres, ils voient ça, les gens qui accompagnent la CAF, vous voyez ça, vous dites rien. Vous voulez qu'on avance comment? Je pense que si vous voulez que le football africain se développe, ben, ces petites choses-là, ces détails-là, font partie des choses qui vont développer ce football. Ceci dit, bravo à l'adversaire. Il n'y a rien à dire. On s'incline. Demain, c'est un autre jour. Bravo à eux. J'espère qu'ils vont finir en beauté. Fin de cette grande édition d'information. Vous venez à peine de nous rejoindre. Place au rappel des titres. Des combats sporadiques ont été signalés ce lundi entre le FARDC et le rebelle du M23 à Kisegiro, une localité située à 20 km de Kiwanja dans le groupement de Binza en chefferie de Bouicha en province du Nord Kivu. Grève ce lundi 13 janvier à Kinshasa des conducteurs de transport en commun qui protestent contre la nouvelle grille tarifaire publiée par le gouvernement provincial. Cette situation a visiblement pénalisé les Kinois pour des raisons de manque de moyens de transport. L'épidémie de choléra refait surface à Fungurume dans la province du Lualaba. Des décès enregistrés parmi les 82 cas signalés. Le ministre provincial des Affaires humanitaires alerte la population contre cette pandémie. Ces précieux travail est réalisé grâce à la solidarité de la rédaction et de la technique. D'ici là, portez-vous bien, excellente suite de programmes. Je vous retrouve prochainement avec la même ferveur.